Bonjour, je suis Olivier Biagini, je suis maître de conférences en littérature et civilisation hispanique médiévale à la Sorbonne Nouvelle et mes recherches, pour l'essentiel, portent sur la littérature castillane du Moyen Âge, notamment des XIIIe et des XIVe siècles, avec deux volets dominants. Alors, d'une part, des études sur la prose exemplaire des XIIIe et XIVe siècles, avec un intérêt particulier pour un auteur de la première moitié du XIVe siècle qui s'appelle Don Juan Manuel, et d'autre part, des travaux sur la poésie cléricale qu'on appelle Mester de Clerecía, et dont le premier maillon a été ma thèse, puisque j'ai travaillé sur l'un de ses auteurs cléricaux, Gonzalo de Berceo. Cette thèse, je l'ai soutenue il y a plus de 20 ans, donc c'était dans un autre millénaire, en 1999, une thèse qui était intitulée La Auctoritas en Castille au XIIIe siècle, l'exemple de Gonzalo de Berceo, qui était dirigée par Michel Garcia, alors professeur à la Sorbonne Nouvelle. Ta thèse a été l'aboutissement d'un parcours plutôt traditionnel, disons licence, master, thèse, ou bien d'un parcours plus singulier? Alors je dirais plutôt que c'était un parcours traditionnel, hein, qui m'a permis d'arriver jusqu'à cette thèse. Parce que donc j'ai effectué ce parcours en grande partie déjà à la Sorbonne Nouvelle, avec une licence d'espagnol, hein, qui m'a permis d'avoir mon premier contact avec la littérature castillane médiévale. Je venais de classes préparatoires, bon, ce qui avait été une formation très riche, et qui m'a donné le goût d'analyse des textes, mais qui était dépourvu justement de ce volet médiéval. Et c'est seulement en licence, hein, que j'ai suivi pour la première fois des cours relatifs au Moyen Âge. Et puis ensuite, donc, j'ai enchaîné avec une maîtrise en études hispaniques, déjà consacrée à la littérature médiévale et du XIIIe siècle, puisque j'avais travaillé sur un traité didactique attribué à Sanche IV, au roi de Castille, Sanche IV, qui s'appelle le Lucidario. Et enfin, juste avant la thèse, un DEA en études hispaniques consacré à une femme écrivain du XVe siècle, Teresa de Cartagena. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir rédiger ma thèse dans un cadre approprié, tout en exerçant des fonctions de moniteur, de locataire moniteur à la Sorbonne Nouvelle pendant 3 ans. Et un point que je voudrais souligner et qui est important à mes yeux, c'est que j'ai pu donner des cours pendant ces 3 années sur une œuvre qui faisait partie du corpus de ma thèse, qui était même une œuvre importante dans ce corpus, Les Milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo. Et donc, j'ai pu me rendre compte, et de nombreux collègues pourraient le confirmer, que l'enseignement et la recherche se nourrissent l'un de l'autre. Et donc, c'est en présentant cette œuvre à des étudiants de deuxième année de DUG à cette époque, des étudiants qui découvraient le Moyen Âge, que j'ai pu élucider le texte pour eux, mais aussi l'élucider pour moi-même, hein, et repérer des éléments qui, dans le texte, allaient par la suite attirer particulièrement mon attention dans mes recherches. Donc, vraiment, ces conditions-là m'ont permis d'enseigner tout en préparant cette thèse, et les deux volets étaient vraiment liés l'un à l'autre. Donc, au fond, ce sont ces cours, si on peut dire, qui ont été l'élément déclencheur de ta thèse, ou est-ce qu'il y a eu d'autres éléments à la lecture de l'œuvre qui t'ont donné envie de travailler sur Berceo? Alors, étrangement, l'idée de travailler sur ce sujet, donc sur la Auctoritas et sur Gonzalo de Berceo, n'est pas vraiment venue de moi, hein, mais c'est mon directeur, Michel Garcia, qui m'a suggéré cette idée. Alors, d'abord sous une forme différente, hein, il voulait me faire travailler sur la notion d'Auctoritas au XVe siècle, hein, plutôt qu'au XIIIe. Alors, je me souviens d'ailleurs des circonstances un petit peu amusantes qui ont présidé à ce choix, hein. À l'issue d'un entretien qu'on avait eu ensemble, il m'avait glissé un petit papier en me disant, voilà, j'ai pensé à un sujet de thèse pour toi, sur ce petit papier, tu liras ça chez toi et tu m'en parleras plus tard. Et donc, il y avait écrit sur le papier l'Auctoritas en Castille au XVe siècle. Alors, j'ai commencé à travailler sur ce sujet qui m'a d'emblée beaucoup intéressé, pour ensuite le recentrer plutôt sur le XIIIe siècle. Alors, il faut dire que Michel Garcia, bon, en me proposant ce sujet, était dans la continuité quand même des travaux que j'avais pu réaliser jusque-là, puisque déjà dans ma maîtrise, donc consacrée au Lucidario, je m'étais interrogé sur
les conditions de validité d'un discours, hein, puisque c'est un texte un peu étrange qui essaie de combiner savoir de nature et savoir théologique. Et donc, l'auteur de ce texte essaie de trouver des critères pour hiérarchiser ces savoirs. Et il y a bien entendu la question de l'autorité qui se pose pour pouvoir justement trouver ces critères. De même, dans mon DEA, consacré à Teresa de Cartagena, la question de l'autorité était encore davantage liée à celle de l'auteur, puisqu'il était question d'une femme, et d'une femme qui doit trouver son propre régime d'écriture à partir de modèles qui sont tous masculins, et donc la question de l'auteur et de l'autorité se posait de façon aiguë. Donc finalement, hein, cette thèse sur l'autorité, elle était un peu le prolongement de ces travaux d'initiation à la recherche que j'avais effectués jusque-là. Et donc quand j'ai commencé à réfléchir à un corpus, bon, j'avais d'abord un corpus assez ambitieux qui ensuite s'est porté sur Gonzalo de Berceo, là de mon propre chef. Alors, c'est un choix qui s'est fait après plusieurs mois de thèse, après plusieurs mois de réflexion, et qui rétrospectivement était quand même doté d'une certaine évidence, parce que ce Gonzalo de Berceo, c'est le premier auteur castillan connu. Hein, c'est le premier auteur qui, dans l'histoire des lettres castillanes, ait choisi d'intégrer son nom à la matière de ses œuvres, d'apposer le sceau de son nom hein, comme une signature. Et bien sûr, ce geste nouveau dans le panorama castillan devait avoir un sens. Alors, quand on a dit cela, on n'a pas encore dit ce qu'était un auteur au Moyen-Âge, mais on voit bien que chez cet auteur se jouait quelque chose qui pouvait être important pour mon sujet. Et alors, je sais bien que ça n'est pas facile, mais est-ce que tu pourrais essayer en quelques phrases hein, de nous expliquer un peu ce que tu as cherché à démontrer dans ta thèse? Autrement dit, quelle était ta thèse? Alors, ma thèse, elle est centrée donc sur la notion complexe d'autoritas, c'est-à-dire d'autorité, mais l'autorité dans le sens de prestige, crédit que l'on accorde à une personne ou plus généralement à ses discours, à ses textes. Et cette notion recoupe donc celle de l'auteur, à ceci près qu'au Moyen Âge, aucun écrivain ne se désigne lui-même comme auteur. Les autores, ce sont ces auteurs prestigieux du passé auxquels on se réfère à tout propos et qui sont un peu les piliers de la culture médiévale. Or, cette pratique de l'autoritas, qui consiste sans cesse à se référer aux auteurs anciens, aux auteurs prestigieux, qu'ils soient chrétiens ou païens, a longtemps donné une image du Moyen-Âge qui serait celle d'une époque conformiste, alors que finalement cet outil de l'autoritas est un outil d'innovation, car finalement se placer sous l'autorité d'une source prestigieuse, cela permet de produire des discours nouveaux, tout en se protégeant, hein, tout en prenant pour garant des discours antérieurs. Et il s'agit un peu d'un phénomène inverse à celui du plagiat que l'on connaît depuis l'époque moderne, c'est-à-dire que dans ce cas, il s'agit d'attribuer à autrui des idées qui, en fait, sont personnelles, qui sont propres. Alors, j'ai étudié ces mécanismes dans les textes de Gonzalo de Berceo, qui a produit une dizaine d'œuvres poétiques de thématiques religieuses dans la première moitié du XIIIe siècle, et qui était lui-même un prêtre attaché au monastère de San Millán de la Cogolla, dans la Rioja. Il a produit donc à la fois des hagiographies, des œuvres mariales, des poèmes doctrinaux ou liturgiques, et ma thèse donc a consisté à étudier le rapport que le poète entretenait avec ses sources, les livres bibliques, mais aussi au premier chef les sources médiévales latines qu'il adapte en castillan, afin de comprendre comment on passe de l'autorité de la source à la représentation de Berceo comme auteur lui-même. Et tout mon travail donc a tâché de caractériser ce transfert d'autorité qui passe par des procédés rhétoriques, des constructions littéraires variées que j'ai essayé donc de systématiser. Et le propre de ma méthode, en fait, était de ne pas fonder ce transfert sur l'idée de subjectivité littéraire, même s'il est vrai que l'émergence de l'auteur est sans doute liée à celle du sujet, mais plutôt sur des procédés qui, à bien des égards, s'apparentent à des arguments juridiques et trouvent leur place dans un système de certification. Pour moi, la construction de l'auteur, au moins autant que celle d'un sujet, revient à l'établissement d'une légitimité où les concepts de preuve, garantie, témoignage jouent un rôle central. Et j'ai donc essayé
de voir comment le producteur d'un texte pouvait en devenir aussi le garant, c'est-à-dire l'auteur non plus de faits, mais aussi de droit. C'était un petit peu ce qui était au centre de ma thèse. Mis à part ton directeur de thèse, quelqu'un a-t-il joué un rôle essentiel d'un point de vue intellectuel ou pédagogique dans la rédaction de ta thèse? Alors, j'ai vécu la rédaction de la thèse comme une activité avant tout solitaire. C'est une vraie confrontation avec soi-même, l'effort intellectuel n'étant pas la seule dimension de l'exercice d'ailleurs, hein, ce qui est mis sans cesse à l'épreuve, c'est une capacité de motivation, de régularité, d'efficacité. Alors, personne d'extérieur, je crois, même le directeur de thèse le plus attentionné, le plus prévenant, le plus scrupuleux, ne peut imposer cette discipline à son doctorant, et on doit se l'imposer à soi-même, hein, et c'est bien toute la difficulté de la thèse. Donc, j'ai pu compter bien sûr sur le soutien de ma famille, de mes amis, même si certains dans un premier temps avaient un peu de mal à se mettre à ma place, à comprendre à quel point cette rédaction de la thèse occupait mes pensées et mon temps. Et c'est seulement dans les derniers mois de mon parcours, lorsque j'ai confié des pages à relire aux uns et aux autres, que ces relecteurs ont pu mesurer l'ampleur d'un tel travail. Alors je me souviens en particulier de l'entrain avec lequel ma grand-mère avait lu et commenté certains chapitres que je lui avais envoyés. Alors mes grands-parents maternels étaient tous deux d'anciens instituteurs, et pour eux c'était une grande fierté de savoir que j'avais poussé mes études jusqu'au doctorat. Ils avaient eux-mêmes vécu leurs études comme un dépassement personnel et même comme une promotion sociale. Et donc, je sentais que par mon travail, je poursuivais symboliquement l'aventure intellectuelle qui avait été la leur, à la fois dans leur jeunesse et dans leur carrière. Alors, au-delà du soutien des proches, de la famille, etc., j'ai trouvé aussi une aide d'un autre ordre auprès des doctorants et des chercheurs rencontrés dans des séminaires que je fréquentais. Alors, séminaires qui étaient animés à la fois par mon directeur de thèse, Michel Garcia, mais aussi par d'autres professeurs, Madeleine Pardo, Georges Martin, Bernard Darbord. Alors j'ai appris beaucoup dans ces séminaires, et je ne veux pas seulement parler des connaissances liées au Moyen Âge, mais aussi, je dirais, du point de vue de la méthode. Des méthodologies variées qui se mettaient en place au fur et à mesure de débats, de discussions. Et je crois que ce n'est pas la même chose que de lire des travaux scientifiques publiés, qui sont bien sûr essentiels quand on rédige une thèse, que de voir comment s'élaborent ces travaux. Et le séminaire est justement le lieu d'élaboration des travaux scientifiques. Et donc, en tant que thésard, en tant que doctorant, on peut toucher du doigt ces méthodes collectives. Et comme il se trouve en plus que les hispanistes médiévistes sont peu nombreux en France, qui forment un groupe assez soudé, mes années de thèse correspondent aussi à mon entrée dans cette petite communauté que j'ai d'emblée trouvée très accueillante. Et donc j'ai une pensée particulière pour Madeleine Pardo, qui était une chercheuse particulièrement bienveillante envers les jeunes doctorants. Et plus d'une fois, elle a trouvé les mots pour m'encourager ou pour me remettre sur les rails. Et est-ce que tu te souviens quelles ont été les difficultés majeures auxquelles tu as été confronté au cours de cette recherche? Des impasses, des doutes? Oui, alors je crois que bon, tous les doctorants rencontrent des difficultés qui sont peut-être un peu toujours les mêmes, hein, même si chacun a son propre parcours. Pour ma part, je n'ai jamais eu l'angoisse de la page blanche, hein, voilà, qui pour moi donc n'a pas été un problème. Même avant d'avoir un plan à peu près concret ou définitif, j'écrivais mes réflexions au fil des lectures. Et ces bribes ont parfois trouvé leur place sans grande modification au sein de mon volume, au sein de mon mémoire terminé. Et donc, pour ma part, ce n'était ni la motivation, ni la régularité qui me faisait défaut, mais plutôt une sorte de pragmatisme. Hein. Je trouvais très confortable de prolonger indéfiniment les lectures, les prises de notes, les réflexions semi-rédigées. Finalement, je prenais beaucoup de temps à rêver à la thèse idéale, hein, plutôt que de m'astreindre à l'exercice universitaire lui-même. Or, l'aventure intellectuelle qu'est la thèse n'est pas vraiment un vagabondage. Elle devait aboutir à un mémoire soumis à certaines règles universitaires strictes.
Et donc, il m'a fallu un peu de temps pour, disons, renoncer à cet idéal, à cette thèse parfaite, pour vraiment me consacrer à cette thèse concrète, qui devait être quand même rédigée en nombre d'années réduit. Et puis, il y a aussi une circonstance particulière qui explique ce temps de retard, c'est que j'ai dû effectuer donc, mon service national pendant la durée de mes années de thèse. Donc, à la fin de ma première année, on m'a proposé un poste de coopérant à Madrid, à l'ambassade de France. Donc, j'ai accepté. C'était un poste très intéressant, mais pour le coup, voilà, très prenant aussi. Les bureaux de l'ambassade avaient beau être tout près de la Bibliothèque nationale d'Espagne à Madrid, j'y suis peu allé. C'était un peu frustrant. Mon sujet a quand même mûri pendant ce temps. J'ai pu quand même le maintenir, disons, le maintenir éveillé, l'alimenter par des lectures, mais c'est seulement à mon retour à Paris, quand j'ai eu ce poste d'allocataire moniteur, que j'ai pu m'y consacrer pleinement, et donc le temps m'a paru d'autant plus précieux qu'auparavant il m'avait manqué. Et en particulier, c'est là, à mon retour d'Espagne, que j'ai vraiment pris la décision de me centrer sur Gonzalo de Berceo, après avoir envisagé dans un premier temps un corpus plus large. Donc une des difficultés, ça a été aussi cette définition du corpus, voilà, ce choix d'un auteur. Et après donc quelques tâtonnements initiaux, je savais où j'allais et la thèse pouvait se poursuivre dans de bonnes conditions. Est-ce que tu te souviens quels étaient les professeurs qui ont composé ton jury de thèse? Alors, les professeurs qui ont composé mon jury de thèse, outre mon directeur, donc Michel Garcia, qui était professeur à la Sorbonne Nouvelle, siégeait au jury Georges Martin, alors professeur à l'université Paris-Nord Villetaneuse, Pierre Civil, alors professeur à la Sorbonne Nouvelle, spécialiste du siècle d'or, Alain Varachin, alors professeur en classe préparatoire et auteur d'une HDR dont l'inédit portait sur Gonzalo de Berceo, et enfin Alain Bourreau, alors directeur d'études à l'EHESS, un grand médiéviste qui, sans être hispaniste, m'a fait des remarques sur mon travail qui m'ont été particulièrement utiles par la suite. Voilà, il m'a donné une ouverture hors de l'hispanisme qui m'a été vraiment très précieuse. J'ai pu assister à ces séminaires par la suite à l'EHESS et ça a été pour moi une grande découverte. Et d'une manière générale, quel est le souvenir que tu gardes de cette journée de soutenance de thèse? Alors, pour moi, la soutenance a sans doute été le meilleur moment de tout le parcours de la thèse. Et rétrospectivement, elle m'est apparue comme un moment unique, une expérience unique, car il est vraiment rare de recevoir ainsi l'avis de spécialistes qui ont lu votre travail de façon aussi pointue et pointilleuse, avec un tel degré de précision. C'est lors de la soutenance aussi que les cogitations individuelles, jusque-là partagées seulement avec le directeur de thèse ou avec quelques proches, sont débattues publiquement. Et très concrètement, l'aventure de la thèse, qui était jusque-là un parcours solitaire, souvent semé d'hésitations, devient quelque chose de collectif, prend une tournure collective, car un débat s'engage. Et lors de la soutenance, ce débat est parfois assez vif, et ça a été le cas pour ma soutenance, et c'est tant mieux parce que on apprend davantage des critiques que des éloges, et dans les travaux que j'ai produits dans le prolongement de ma thèse, j'ai tenu compte des remarques constructives qui m'avaient été faites lors de la soutenance. Donc c'est un moment d'ébullition intellectuelle particulièrement intense pour moi. Et puis sinon, j'ai un souvenir très concret aussi de la soutenance, qui est cette sensation que l'on a d'être pratiquement porté physiquement par le public qu'on a dans son dos. Alors, contrairement à ce qui se passe quand on se donne en spectacle sur une scène, par exemple, où on a le public en face, dans une soutenance de thèse, on a le public dans son dos, et donc voilà, on se sent soutenu, porté par cette présence invisible derrière soi, qui fait face au jury comme vous, et qui semble être de votre côté, dans votre camp, non pas qu'il y ait un affrontement avec le jury, mais quand même, ce sont des échanges parfois sur le ton du débat, de la polémique. Donc c'est très précieux de se sentir secondé par un public bienveillant. Et l'aspect solennel aussi de l'événement peut être intimidant.
Et je me souviens donc d'une sensation de vertige au moment où j'ai pris la parole, voilà, donc devant cette assemblée très, très docte des membres de mon jury. Mais justement, la présence du public m'a très vite permis de retrouver mes esprits et je n'étais plus finalement en face d'un jury, face à face avec ce jury, mais dans un acte collectif où chacun jouait son rôle et donc j'ai essayé de jouer le mien du mieux que j'ai pu. Et après coup, est-ce qu'il t'est arrivé de relire la thèse, soit à court ou à moyen terme? Alors, je n'ai jamais refait une lecture intégrale et linéaire de bout en bout de ma thèse, mais j'en ai révisé des passages qui ont ensuite pu servir de base à des articles que j'ai rédigés dans le prolongement de ce travail de thèse. Bon, je crois que si je relisais ma thèse intégralement maintenant, 21 ans après, je suis sûr que j'y trouverais des défauts pour lesquels j'aurais peu d'indulgence. J'y relèverai sûrement aussi des idées qui ne sont plus les miennes aujourd'hui. Alors, en même temps, cette distance et ce décalage aussi peut-être quelque chose de rassurant. Il montre que la thèse, ce n'est pas un but en soi, ce n'est pas un but ultime, hein, c'est une étape. C'est certes le premier travail d'envergure que produit un chercheur, mais la suite de son parcours n'a pas à être déterminée strictement par ce qu'il a pu dire, écrire et puis défendre dans cette thèse. Quel conseil aurais-tu envie de donner à de jeunes doctorants ou bien à des étudiants qui souhaitent se lancer dans une thèse? Alors, précisément, dans la droite ligne de ce que je viens de dire, je leur conseillerais de réfléchir d'abord à ce que représente cette thèse pour eux, de la mettre à sa place, à sa juste place, dans le tableau de leurs ambitions, de leurs envies. On peut concevoir sa thèse comme un objet idéal, comme je l'avais fait un peu moi-même, hein, l'œuvre d'une vie où on va tout dire, mais la placer si haut risque d'être paralysant, décourageant au vu des contraintes qui pèsent sur sa réalisation. Alors le parcours de thèse, c'est souvent celui d'une réduction, hein. On réduit son champ d'études, on réduit son corpus, on réduit ses ambitions finalement, hein, en même temps qu'on réduit son sujet. Et en même temps, cette réduction permet un recentrage qui devient productif. Donc, à un doctorant qui me demanderait conseil, je dirais donc plongez-vous dans votre sujet sans modération, lisez tout ce qui s'y rapporte, sans exclure les digressions, les chemins de traverse, tout ce qui peut s'y rapporter de près ou de loin, mais viendra un moment sans doute où il faudra choisir hein, au sein de tout ce savoir accumulé qui pourrait s'accroître indéfiniment hein, sur le modèle d'une arborescence. Il faudra couper des branches, hein, il faudra essayer d'élaguer un petit peu cet arbre immense. Il faudra faire des choix. Or, loin de vivre ce moment du choix comme un renoncement, on peut le vivre aussi comme celui où la thèse naît véritablement, celui où elle devient réalisable. Une dernière question pour terminer, Olivier. Est-ce que tu pourrais nous lire la première phrase de ta thèse? Alors oui, je vais le faire, mais je me permettrai donc de faire deux petites entorses à cette question. D'une part, je vais peut-être lire les deux premières phrases parce qu'elles vont un peu ensemble et la première me semble tellement insipide aujourd'hui que la deuxième phrase viendra peut-être lui porter secours. Et peut-être aussi lire les trois courtes épigraphes que j'avais apposées donc, au seuil de ma thèse, dans la mesure où il s'agit d'une thèse sur l'autoritas. Voilà, faire partager mes propres autorités, c'est peut-être une bonne chose. Alors, voici donc les deux premières phrases de ma thèse. La critique s'est longtemps contentée d'assigner à l'autoritas une place éminente dans l'ensemble des lieux communs auxquels se réfère l'écrivain médiéval, et si l'on accepte quelques brillants travaux, n'a pas cherché à comprendre ses mécanismes intimes. Le poids de la tradition, le respect des écrits sacrés et des écrits anciens, la méfiance envers toute nouveauté sont des motifs qui ont longtemps été associés à l'autoritas pour brosser le tableau conventionnel d'une littérature médiévale qui aurait ignoré et même refusé l'originalité littéraire. Voilà, c'était mes deux premières phrases qui, évidemment, étaient une sorte
d'entrer en matière, hein, pour dire que par la suite, j'allais prendre le contre-pied de cette image traditionnelle. Bon, je n'étais pas le premier à le faire, hein. C'était un petit peu rhétorique aussi de présenter la thèse à combattre, hein, dans un premier temps pour ensuite essayer de la dépasser. Quant aux trois petites épigraphes, les voici. Alors, elles sont finalement de nature assez différente. Il y en a deux qui sont plutôt savantes et une troisième qui est plutôt poétique. La première est signée de Paul Ricoeur. L'écriture s'annonce d'abord comme impossibilité de la parole. D'une part, le phénomène de l'inscription donne une autorité spéciale à la chose écrite. D'autre part, la distance ainsi creusée avec la parole vive engendre un soupçon et une question. Comment un tel effet de sens a-t-il pu être produit? D'un mot, un conflit est ouvert entre autorité et genèse. La deuxième citation est une phrase tronquée, un début de phrase de Descartes. Mais maintenant que nous voici déliés de cette obligation qui nous enchaînait aux paroles du maître, point de suspension. Et enfin, troisième épigraphe poétique du poète Norge. Je me rappelle très bien que Platon l'avait dit et que je me plaisais à le penser aussi. Merci beaucoup, Olivier.